That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Je suis content de retrouver de nouveau Marvin Montes. Alors pour celles et ceux qui avaient assisté à un semblant de live comme ça, une émission en direct, c'était il y a quelques jours de cela. Marvin avait accepté cet entretien pour discuter donc de son nouveau livre qui s'appelle Hong Kong Action, le sabre, le poing et le fusil, édité chez Hardback Édition. Je salue Hardback Édition pour l'aide apportée à la conception de cet entretien. Et donc c'était, voilà, on devait la faire, on a fait cette conversation, ça a duré 10 minutes, et puis problème de connexion, donc c'était un peu compliqué. Alors je vais quand même vérifier, moi, normalement, je n'ai plus de problème de connexion, je vérifie, on ne sait jamais, voilà, normalement, j'ai pas de problème de connexion. Donc, tout va bien. donc normalement, tout va bien. Et il a accepté de revenir, ce qui est très gentil de sa part, et merci pour sa compréhension. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis content de te retrouver du coup. Tu vois, c'est deux fois plus de questions. Ça va, ça se passe bien. Non mais ça arrive. Il y a pas de souci. Voilà, je connais. L'enregistrement à distance, c'est pas toujours très simple. Puis bon, par chance, ça a planté assez tôt. Quelque part, c'est pas plus mal. Oui, c'est pas au bout d'une heure où voilà. Il y avait cela. Après, c'est effectivement frustrant pour celles et ceux qui voulaient assister à l'émission en direct pour te poser les questions. Je vous invite à poser les questions directement dans les commentaires et je pense que Marvin se fera un plaisir d'y répondre. Et vous trouverez le lien dans le descriptif qui renvoie à la page dédiée au livre, si vous voulez bien évidemment vous le procurer. D'emblée, je commence. Alors, la question que j'avais déjà posée au live, mais on va l'oublier le live, on va revenir au truc. On oublie. Ce qui m'avait frappé, ce qui continue encore de me frapper quand je relis le livre, c'est le fait que tu assumes pleinement, c'est pas évident aujourd'hui, pleinement la subjectivité. On a tendance à croire que c'est une évidence, mais c'est pas si évident que ça, surtout pour celles et ceux comme nous qui essayons de questionner un petit peu le cinéma. Et dans ton avant-propos, page 10, je lis cet extrait que j'ai trouvé ça, enfin, qui donne une entrée à la matière par rapport à, tu disais en gros, alors, oui, c'est ça, c'est page 10, donc c'est juste là. Oui, tu disais, à travers cet ouvrage, loin de moi se trouve l'idée de vous, de nous, enfermés dans une certaine nostalgie et simplement de rendre à ma modeste échelle au moins une infime partie de ce qui m'a été transmis, à la fois par ces lieux si regrettés et par ces cinéastes, producteurs et acteurs aux ambitions démesurées, presque trop imposantes pour un simple écran de cinéma ou de télévision. On va en parler par rapport à la télévision, on va en parler un peu plus tard. Et tu dis plus loin, toute cette industrie qui aura grandement contribué à forger toute une génération de passionnés qui se retrouvent encore de nos jours pour évoquer les grandes heures du 7e art de l'île qui ne dort, elle non plus, jamais. Un art qui aura perdu de sa superbe à l'heure où sont écrites ces lignes, mais qui reste pourtant pourvoyeur de quelques fulgurances rallumant régulièrement la flamme de la passion de ses admirateurs et initiés, toujours présents malgré les tempêtes. Ce genre, cette industrie, comme tu l'évoques, est-ce que tu as découvert quand tu étais gosse, limite adolescent, en découvrant cela, en parcourant ces films-là, en les revoyant aujourd'hui pour travailler sur le livre, tout cela, est-ce que ça te promettait un monde incroyable où il y avait une diversité culturelle, une diversité au niveau de la langue? Est-ce que ça te promettait quelque chose? Est-ce que ça a tenu ses promesses surtout? Ouais, très clairement, bien sûr, ça a bien tenu ses promesses. En fait, c'est un espèce de petit détour, tu sais, que tu fais parfois de manière fortuite, on va dire. C'est-à-dire que tu es avant tout formé, je pense, quand t'es gamin, à ce qui est le plus accessible, évidemment. Donc, tu te construis un petit peu à partir du cinéma américain, du cinéma français, du cinéma européen aussi, tu vois, un petit peu. Et en fait, pour moi, alors pour beaucoup de fans aussi, je pense, hein, c'est des témoignages que j'ai aussi beaucoup entendus, ça reste un genre un petit peu de vidéoclub, parce qu'on n'a pas, nous, vraiment connu, tu vois, sur le sol français, hein, des sorties de films HK en salle, c'est arrivé un petit peu plus tard, mais il y avait toujours un décalage, ou parfois c'était des ressorties, tu vois, de films préexistants. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que par un heureux hasard, je tombe sur une bande-annonce de The Killer qui traîne sur une VHS, je sais plus exactement laquelle, mais tu sais, c'était ces bandes-annonces au début des VHS où un éditeur te montre un petit peu son catalogue, quoi. Et je suis un petit peu soufflé, quoi. Je comprends pas trop ce qui m'arrive. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'a jamais vu ça, quoi. Et en fait, c'est tout à fait l'emblème de ce que ça représente le cinéma hongkongais, c'est-à-dire que c'est un cinéma
qui nécessite, je pense, une certaine curiosité. Donc, tu es un petit peu récompensé par cette démarche, tu vois, quelque part. Et en fait, c'est tellement inventif, tellement différent de ce que tu connais, que ce soit en termes, je dirais, que ce soit artistique, de mise en scène, même d'acting, tu vois, qu'en fait, si jamais tu y es perméable, on va dire, si jamais t'es pas parfois choqué par un petit peu l'extrémisme de tout ce qui se dégage dans ce cinéma-là, en fait, ça peut presque devenir ta nouvelle zone de confort, parce que c'est tellement différent de ce que tu connais déjà, tes repères, tu sais, sont tellement bousculés, qu'au bout d'un moment, après, t'as du mal à retrouver cette espèce de fraîcheur dans d'autres films, en fait, dans d'autres genres que t'as l'habitude d'explorer, quoi. Donc, en fait, j'ai eu presque eu l'impression à un moment donné de devenir monomaniaque, si tu veux, de pouvoir regarder quasiment que ça, parce que quand tu reviens à ce que tu connais, eh ben, tout te paraît un petit peu fade, tu vois, un petit peu sage à côté de ça. Et au-delà du fait, évidemment, de te montrer des lieux, alors déjà qui sont très très atypiques, comme les Hong Kong, hein, c'est un mélange assez fou de paysages urbains absolument monumentaux, et puis de tout ce qu'il y a autour. Voilà, on en reparlera peut-être, mais il y a beaucoup de réalisateurs et d'acteurs qu'on va dire explorer beaucoup d'aspects différents de l'ex-colonie. Mais en fait, c'est ça. C'est un espèce de voyage, oui, à la fois géographique, mais surtout artistique, en fait. Tellement c'est différent de ce que tu connais et tellement ça te frappe, quoi. Ça, c'est très intéressant quand tu parles de géographie. Est-ce que la géographie a eu des répercussions sur la construction narrative des films, mais aussi sur la création des personnages, des caractères? Alors, c'est une question vaste parce que dans ton livre, le film d'action ne date pas des années 90, il date Non, du bien sûr. début du XXe siècle. Et C'est ça va ça. même encore plus loin, la littérature, tout cela. Mais je rebondis sur l'histoire de géographie parce que ça m'intéresse beaucoup, ça. Donc, est-ce qu'il y a eu des répercussions sur et la narration et la conception des personnages? En fait, c'est principalement, je pense, les répercussions les plus marquantes que tu peux avoir dans le cinéma d'action en termes de géographie, c'est lié à l'atypisme de Hong Kong, en fait, tout bêtement. Et aussi par le fait que c'est un territoire extrêmement varié. Tu vois, on peut souvent prendre l'exemple de Police Story de Jackie Chan, donc avec Jackie Chan, qui est assez marquant sur ce plan-là. C'est-à-dire que c'est un film qui commence par un paysage qui est assez peu représenté finalement dans le cinéma hongkongais. C'est-à-dire que ça commence dans un bidonville, en fait. Des bidonvilles qui se situent en périphérie de Hong Kong, en fait, et qui sont extrêmement éloignés de ce que représente Hong Kong, on va dire, dans le monde, c'est-à-dire une espèce de symbole de richesse, une espèce d'exception en Asie du Sud-Est, tu vois, c'est quelque chose une sorte d'enclave capitaliste, comme on le répète souvent, quoi. Et dans Police Story, tu as cette représentation-là au travers du bidonville, et c'est un film et donc, en fait, dans le même long métrage, tu as une scène finale qui se déroule dans un symbole capitaliste de richesse ultime, c'est-à-dire un énorme centre commercial qui se situe à Kowloon, tu vois. Et je pense que ça permet une diversité d'environnement sur le même territoire qui finalement est assez atypique et assez rare, quoi. Après, les origines des personnages, on va dire leurs origines peut-être sociales, tu vois, qui seraient déterminées par une appartenance à tel ou tel quartier ou milieu social. On va pas se mentir, je pense pas que les backgrounds, on va dire, des personnages soient les plus travaillés dans les films hongkongais. D'ailleurs, c'est un cinéma qui se concentre essentiellement sur le présent. Voilà. Sur le présent, effectivement. Parlons de la structure Alors, je referme cette parenthèse, mais on va en parler après au courant de l'entretien. Je reviens sur l'architecture du livre parce que l'architecture que tu as imaginée, conçue, pensée et donc appliquée a une particularité assez intéressante. Il y a à peu près 9 parties. Pour chaque partie, tu analyses. Par exemple, la première partie, c'est le Wuxiapian, le mouvement merveilleux. Tu analyses très bien. Ensuite, tu prends 2 ou 3, parfois 4 films qui sont emblématiques selon toi de la thématique du sous-genre, enfin de la thématique du genre que tu questionnes. Mais et c'est ça qui est très intéressant, c'est que tu as fait appel à des partenaires, des compagnons, et donc déjà premièrement, est-ce que pour toi c'était une évidence que tu sois accompagné de personnes qui ont cette même sensibilité que toi par rapport au film d'action? Et puis surtout deuxièmement, comment ces personnages tu les as rencontrés, tu lisais, comment ça s'est fait cette espèce de comité rédactionnel officieuse? En fait, dans la partie, on va dire, logistique, c'est uniquement des gens que je connais au préalable. C'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé ou qui font partie plus ou moins de mon entourage. C'est-à-dire que j'ai été chercher personne pour lui dire j'écris un livre sur le cinéma de Hong Kong, est-ce que tu veux participer? Enfin, si, c'est ce que j'ai fait, mais uniquement en m'adressant à des gens que je connaissais déjà. Je savais exactement
ce qu'ils étaient capables de faire, des gens que j'ai déjà lus, que j'ai déjà écoutés. Voilà, j'avais toute confiance en eux, quoi. Après, pour la démarche, disons que, comme on l'a dit au début, c'est un livre essentiellement subjectif et qui a vraiment pour objectif de s'assumer comme tel, quoi. Donc, c'est-à-dire que, même si c'est pas un très gros livre, mais il n'empêche que sur 200 pages, on ressent, je pense, en tout cas c'est l'objectif, essentiellement un point de vue, tu vois. C'est pas, j'ai essayé en tout cas de pas faire quelque chose de relater froidement en fait des faits. C'est-à-dire que le tout est articulé autour d'un point de vue. Et en fait, par moment, je me suis dit, ne serait-ce que pour le rythme, pour la respiration, et puis pour la richesse des points de vue divergents, ce serait très intéressant de faire écrire des gens en fait qui auraient un point de vue ou qui pourraient aborder un angle auquel moi j'aurais pas pensé, tu vois, tout bêtement. Et voilà. Et en plus, le but c'était aussi de le faire en faisant appel à des gens qui sont pas toujours, tu vois, les plus reconnus quand on s'exprime sur ce cinéma-là. C'est-à-dire qu'on connaît tous les spécialistes vraiment reconnus du genre, tu vois. Je les cite même dans le livre d'ailleurs, hein, que ce soit Arnaud Lanuc, Fred Ambroisine, Julien Séveillon. Et je me suis dit pourquoi pas, pour une fois, par exemple, dans un nouvel ouvrage, donner aussi la parole à des gens qui s'expriment pas spécialement là-dessus. Alors je sais qu'en privé, ils maîtrisent évidemment le sujet, hein, bien sûr, mais tu vois, de manière à ce qu'ils puissent le faire aussi publiquement. Et puis des fois, c'est tout bête. Il y a des films que tu connais tellement, sur lequel tu as déjà écrit, à propos desquels tu as déjà parlé, et tu as l'impression d'avoir un petit peu tout dit. Et parfois, justement, la vision de quelqu'un d'autre, tu vois, peut t'amener un angle ou simplement raconter des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, quoi. Donc moi, pour ce projet-là, ça me semblait assez important, effectivement, de pouvoir mélanger les points de vue, en fait. Voilà. Deux petites choses encore qui sont de l'ordre de la conception du livre. D'abord, j'aimerais si tu n'y vois pas d'inconvénient, nommer les intervenants, comme tu le dis. Il y a Stéphane Boulet que nous connaissons, et déjà qui a écrit un livre édifiant, fondamental sur John Carpenter, et qui d'ailleurs sera bientôt invité chez Microciné, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a Gérald Duchossois que nous connaissons, moi je l'avais connu il y a quelques années de cela, il avait écrit un papier pour Fluctuate.net sur la cigarette au cinéma. Qui est directeur de Cannes Classics, donc. Exactement, voilà, j'allais y venir effectivement. Il y a Martin Gamara, Erwan Kerok, Romain Vandestichel, j'espère que j'ai bien prononcé. Et puis il y a Zoltan Zidi que nous connaissons, confrère chez YouTube, et que nous saluons énormément. Il y a aussi autre chose. Quand tu as un cinéaste qui essaie de faire un film avec une ambition importante, il faut qu'il soit accompagné d'un producteur, c'est très important. Aardvark t'accompagne là-dessus. Qu'est-ce que je veux dire cette maison d'édition, comment ça s'est passé aussi cette rencontre avec cette maison d'édition? Parce qu'on a tendance à croire que le film d'action hongkongais, c'est une évidence pour tout le monde, mais finalement, on comprend que ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, parce que ça a été peut-être peu vu, mal vu, ou alors il faudrait peut-être revoir autrement les choses, ou peut-être qu'il y a certains qui ont vu, mais qui n'ont pas été écoutés aussi, il y a cela. Et ça, tu l'évoquais. Comment se passe cette rencontre avec Aardvark, et est-ce que d'emblée, même si nous savons qu'Aardvark avait édité le bouquin de Fabien Moreau qu'on salue sur l'âge d'or de la science-fiction japonaise, donc il y a un lien, mais comment ça se passe cette rencontre avec une maison d'édition ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, alors moi, je reconnais un truc, c'est que j'ai eu pas mal de chance, hein, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment galéré pour faire éditer mon livre, tu vois, donc voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai connu la maison d'édition Aardvark via la communication autour de Kaiju Envahisseur Apocalypse, donc de Fabien, qui est un excellent livre, hein, d'ailleurs. Hein, je pense que vous en avez déjà parlé, mais voilà. Oui, et en fait, j'ai commencé, si tu veux, à la base, comme je te disais, j'ai été dans une période un petit peu monomaniaque pendant ma préadolescence, puis mon adolescence. Et il y a aussi un revers à cette médaille-là, c'est-à-dire que quand tu regardes toujours les mêmes choses en boucle, d'autant plus avec l'explosion des éditeurs qui consacraient de plus en plus de parties de leur catalogue au cinéma d'Asie, en fait, la qualité devenait parfois un peu moins une garantie qu'au début. Tu vois. Au début, on éditait principalement des têtes de gondole, des gros films. Au bout d'un moment, vu qu'on a découvert un public vraiment actif autour de ça, on a commencé à sortir parfois tout et n'importe quoi, il faut le reconnaître. Et donc, c'est vrai que le cinéma de Hong Kong, il a perdu un petit peu de sa superbe, plusieurs fois, tu vois, au cours de plusieurs années. Il y a eu beaucoup d'événements différents, mais en tout cas, des fois, on avait accès à des films qui étaient peut-être moins qualitatifs. Et à force de regarder que ça, je m'en suis un petit peu désintéressé au bout d'un moment.
Tu vois, c'est un petit peu comme tout, hein. Pour moi, c'est un cinéma de phase, quoi. C'est-à-dire que tu y reviens de temps en temps et tu te gaves et après tu repars voir autre chose et peut-être que des années plus tard, tu y reviens, tu vois. C'est un truc qui m'est souvent arrivé. En fait, j'ai commencé à vraiment me replonger totalement dedans il y a quelques années de ça, pas si longtemps que ça, quand on a monté un projet avec mon binôme, donc Erwan Kirok, qui est monteur vidéo, lui, un projet qui s'appelle Hcast, donc une émission, un podcast qui est dédié au cinéma d'Asie, voilà, dont le cinéma de Hong Kong est le principal sujet traité. On fait un petit peu aussi de Corée ou de cinéma japonais, choses comme ça. Et donc, en fait, en commençant à revoir des tas de choses, en commençant à vraiment me replonger dans l'aspect technique, analytique des films, j'ai commencé à écrire, tu vois, à droite à gauche, des trucs, et c'était pas du tout prédestiné à devenir un livre, en fait, hein. Je me suis dit, bon, bah, voilà, j'ai des trucs, alors peut-être que je pourrais les écrire sur tel ou tel site, ou dans une rédaction où j'ai encore une place, enfin, j'en sais rien, quoi. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que ça a commencé à s'agencer, que j'avais, tu vois, un objectif, que je savais ce que je voulais dire, et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer d'assembler tout ça, et puis de contacter des éditeurs. Alors, j'ai fait le truc le plus simple au monde, hein, c'est-à-dire que j'avais écrit peut-être une partie ou deux, je sais plus exactement. J'ai contacté des éditeurs, j'ai eu des discussions plus ou moins poussées avec plusieurs. Et Mathieu, donc, de Hardvark Édition, m'a semblé être déjà le plus réactif, le plus enthousiaste, et puis celui qui maîtrisait peut-être le mieux le sujet par rapport aux gens avec qui j'ai parlé, puisque je sais qu'il a une connaissance lui aussi assez poussée du cinéma de Hong Kong, et donc ça me paraissait être tout bêtement le plus à même, en fait, de poser un regard critique peut-être sur, tu vois, sur ce que j'écrivais, parce que c'est quand même ça qui est important quand on est édité, c'est qu'on a toujours un regard tu vois, extérieur et critique qui peut-être te pousse à te remettre en question et à progresser, en fait. Je trouve que c'est très important. La relation-là est très très importante. Le livre fait à peu près 200 pages, ouais, et il est divisé en plusieurs parties. J'aimerais les nommer. La première partie, c'est le wuxiapian. La deuxième partie, c'est le kung-fu-pian. La troisième partie, c'est le kung-fu comédie, la physicalité de l'absurde. J'aime beaucoup ce sous-titre. La partie 4, pardon, c'est la nouvelle vague hongkongaise, des papillons et des hommes. La partie 5, c'est le polar HK hongkongais, entre héroïsme et réalisme. On en a un petit peu parlé. La partie 6, c'est l'action-rétrocession, qui est une partie importante parce que ça, on va en parler peut-être maintenant parce que c'est un élément très important. C'est quoi Hong Kong? C'est quoi cette île elle a une histoire. Cette histoire a des répercussions aussi sur le cinéma qui va être généré. La partie 7, c'est l'appel de l'Ouest. Et la partie 8, c'est le déclin. Et ensuite, la partie 9, c'est l'héritage du cinéma d'action. J'ai omis de dire que pour chaque partie, en plus de ton analyse et en plus des interventions donc de tes compagnons et parfois même de toi-même sur certains films, il y a aussi une playlist, une espèce de liste comme ça de 10 films qui sont emblématiques pour chaque partie. Donc on est réellement dans la subjectivité d'un cinéphile. Si tu ne y vois pas d'inconvénient, j'aimerais commencer par la fin, en fait. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et la fin, c'est quoi? La fin, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ce genre qui... Alors, il faut dire que quand on lit le livre, on comprend que tu racontes une histoire, c'est chronologique. C'est pas quelque chose que tu fais de manière assez aléatoire. C'est vraiment, il n'y a pas de shuffle, quoi. C'est assez chronologique. Et on comprend aussi que s'il n'y a pas le wuxiapian, il n'y aura pas le kung-fu-pian. Et s'il n'y aura pas le kung-fu-pian, il n'y aura pas... C'est ça qui est très intéressant en tout cas, dans cette histoire-là de ce pays, de ce genre. Mais aujourd'hui, moi, je suis un enfant des années... Enfin, je suis né en 76. Les années 90, je m'en souviens comme si c'était hier. Et je me souviens qu'il y a eu effectivement quelque chose qui émanait de cette région-là. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus autant d'appels comme ça. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il aujourd'hui? En fait, c'est devenu encore plus brutal, on va dire, depuis que j'ai terminé d'écrire le livre. En fait, le livre se termine sur une question, peut-être avec un peu d'espoir, c'est-à-dire est-ce que réellement le cinéma de Hong Kong est plus ou moins mort, tu vois, à la suite notamment de la rétrocession et de la prise de pouvoir en fait de la Chine continentale, en fait, hein, tout bêtement, notamment des problèmes de censure qui est extrêmement agressive là-bas. Et donc en fait le livre se terminait sur une potentiel d'espoir, on sait jamais, tu vois, peut-être qu'il y a un auteur, peut-être que quelqu'un aurait été capable, par je ne sais quel parcours, de retrouver un petit peu de la flamme, quoi. Bon, ce qui s'est passé depuis très peu de temps, c'est qu'il y a des lois sur la sécurité nationale chinoise qui ont été promulguées et qui donnent maintenant le droit à la censure de s'appliquer, alors sur les films à venir, sur les films présents, mais également sur les films préexistants. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va pouvoir aller rechercher dans les copies des films qui existent déjà
ce qui ne serait pas en valeur, ce qui ne serait pas en accord avec les valeurs actuelles du Parti communiste chinois pour potentiellement les modifier. Ce qui est effectivement désastreux, hein, quand on connaît justement on va dire les valeurs du cinéma hongkongais des grandes années, tout ce qui a été induit par la crainte de la rétrocession, par la crainte de la prise de pouvoir chinoise. Moi, j'ai beaucoup de mal à me dire. Enfin, j'ai beaucoup de mal à voir de quelle manière on va pouvoir conserver ces films, quoi qu'il arrive, tu vois. Quand je vois des choses comme Élection de Johnny To, 1 et 2, quand je vois même le Stress Card Boy, je parle même pas des films de Ringo Lam, toute la saga des On Fire, je me demande comment on peut faire pour conserver. En fait, je me demande si on va pas juste les supprimer, parce que tout le discours de ces films-là, toute la force de ces films-là tient dans un espèce de discours alternatif, quoi. C'est-à-dire que voilà, la peur de la rétrocession, parce que c'est un événement qui a quasiment pas d'équivalent, hein, au monde, hein. Ça arrivait à très peu de colonies d'être rétrocédées, et puis ça représentait quelque chose au niveau culturel, au niveau politique, qui était extraordinairement effrayant, quoi, hein. On va dire qu'on s'est retrouvé face à des gens qui avaient la date qui s'affichait chaque jour de la fin du monde pour eux. Là, c'est ça le truc, quoi. Oui, il faut explique ça, parce que c'est assez incroyable, tu en parles dans le bouquin. C'est Jean-Pierre. Alors, il y avait une énorme horloge sur la place de Tiananmen, donc en Chine, qui égrenait chaque jour les secondes, les heures, les minutes, jusqu'à la rétrocession de Hong Kong à la Chine, en fait. Et que pendant que ce temps-là s'égrenait, les Hongkongais qui étaient dans leur région voyaient ce qui se passait en Chine, quoi. Ils voyaient, par exemple, les massacres de Tiananmen, les conflits géopolitiques, enfin, tout ce qui se passait. Et forcément, ça devait pas forcément mettre en confiance quand on voyait des civils massacrés sur la place de Tiananmen par l'armée de libération chinoise, qui était la même armée qui allait investir directement Hong Kong en 1997. Forcément, on peut se poser des questions sur le modèle de gouvernance qui allait s'appliquer, quoi. Donc, et en fait, il y avait Jean-Pierre Dionnet, j'aime bien raconter cette anecdote, c'est lui qui a raconté ça, c'est que quand il était là-bas, il disait qu'il fallait vraiment être sur place pour comprendre l'urgence de ce qui se passait dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il se demandait souvent pourquoi les Hongkongais tournaient très vite, pourquoi ils montaient très vite et pourquoi ils sortaient un maximum de films en si peu de temps. Et c'est parce que lui disait que chaque jour, ils avaient sur les immeubles de Kowloon des horloges, en fait, qui donnaient en direct le temps qui restait avant de retomber dans le giron chinois, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient véritablement la fin du monde tu vois, c'est l'horloge de l'apocalypse quasiment, quoi. C'est la fin du monde qui s'égrène sous tes yeux, quoi. Donc je pense que c'est un sentiment qu'on peut pas jauger nous, hein, de notre côté, mais ça devait être quelque chose d'assez incomparable et d'assez terrifiant quand même, quoi. Est-ce que le cinéma hongkongais a constamment questionné, depuis toujours, depuis le début, questionné cette rétrocession? Bah, pas spécialement, en fait, parce que la date de la rétrocession, ils l'ont connue que dans les années 80. Auparavant, on avait quand même, disons... Oui, mais il y avait eu quand même des accords qui avaient été signés au début du XXe siècle, je crois. Ouais, en fait, ça démarre après les guerres de l'opium, et au fur et à mesure, il y a de nouveaux territoires qui sont adjoints à la gouvernance anglaise, en fait, hein, et au fur et à mesure, au moment où le bail prend fin, ça se passe sur... en fait, il commence des négociations avant la fin du bail. Je crois que c'est sous l'impulsion des banques, en fait, parce que les grandes banques de Hong Kong devaient être au courant du modèle de gouvernance pour pouvoir accorder des prêts immobiliers, en fait. Donc ça se joue un petit peu là-dessus. On sait que l'Angleterre, donc Margaret Thatcher, tente de conserver la gouvernance de Hong Kong. Ça se passe pas bien. Finalement, la Chine prend la date butoir de 1997, et c'est à partir de là que on va dire que toutes les inquiétudes commencent à arriver. Alors il n'y a pas que des inquiétudes, hein, on a souvent tendance à résumer ça comme ça. Il y a aussi une partie notamment dans l'industrie cinématographique, qui est plutôt enthousiaste à l'idée de rejoindre la Chine, parce que c'est un pays qui est à ce moment-là assez pauvre, autant en termes artistiques qu'en termes d'équipement au niveau du cinéma. Il y a beaucoup d'acteurs et de producteurs, de réalisateurs de l'industrie hongkongaise qui se voyaient bien devenir quasiment le nouveau centre névralgique du cinéma chinois. Bon, malheureusement, ça s'est pas confirmé, quoi, hein. On va dire que maintenant, le cinéma chinois, il est essentiellement basé à Pékin, et il est complètement, pour la majeure partie des films en tout cas, avec les valeurs auxquelles on aurait pu s'attendre, hein. C'est aussi ça qui a mis, malgré l'enthousiasme de certains, le grand coup d'arrêt du cinéma de Hong Kong, hein. Après, on a eu quelques sursauts, mais plus rien de comparable à ce qui se faisait avant, quoi, évidemment. Ça veut dire qu'il y a une industrie qui s'est non pas essoufflée, mais qui a disparu. Ouais, je sais pas si elle a totalement disparu, tu sais, de temps en temps, il y a quelques exceptions, on va dire, hein. On peut penser à Choi Ark, évidemment, qui lui, alors n'a jamais eu non plus une grande identité hongkongaise, il s'est jamais
il s'est pas plus que ça réclamé de ça. C'est pas véritablement déjà à proprement parler hongkongais. Choi Ark est d'origine vietnamienne et il est peut-être beaucoup plus proche de sa filiation, on va dire chinoise, que hongkongaise. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui nourrit une espèce de haine, de rancœur envers toute politique colonialiste et puis qui est pas forcément super fan des occidentaux. Donc il regrette pas la période, je pense, de la colonie anglaise. Mais par contre, tu peux voir quelque chose, c'est que c'est un des rares à proposer dans des blockbusters véritablement chinois, puisque lui est un grand pourvoyeur maintenant de blockbusters chinois, parfois des visions ou des discours qui sont un petit peu alternatifs, encore une fois, un petit peu anarchistes. Tu vois, on peut voir dans les détectives dits des choses qui vont un petit peu à l'encontre des grandes valeurs du communisme, en fait, complètement. Tu commences par parler, on va parler des premières parties. Tu commences à parler du wuxia-pian, puis ensuite du kung-fu-pian et de la kung-fu comédie. Donc c'est à peu près jusqu'aux années, si je me trompe pas, c'est jusqu'aux années 60, fin des années 70, quelque chose comme ça. Est-ce que ces trois aspects du cinéma d'action disaient la même chose de cette société à l'époque? Alors, en tout cas, oui, je pense que le wuxia, tu vois, déjà, c'est un genre historique, c'est un genre littéraire à l'origine, et il y a bien quelque chose qu'il faut comprendre, en fait. C'est pour ça aussi que c'est important de le dire, c'est que le livre est construit de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on passe de genre en même temps qu'on passe sur des époques différentes. C'est parce que le cinéma de Hong Kong, dans son ensemble, on se rend compte quand on prend son histoire globale, c'est que c'est un cinéma qui est souvent en réaction. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui souvent passe par des périodes d'exploitation. Tu vois, le wuxia, par exemple, c'est un cinéma qui est devenu tellement populaire, qui a été tellement vampirisé par les grands studios, notamment la Shaw Brothers, qu'au final, tu peux engendrer une certaine lassitude, à force de surproduire, à force de bâtir des films toujours sur le même modèle, et qu'un jour ou l'autre, pour que l'industrie ne chute pas complètement, il y a une réaction. Alors, c'est un truc qui leur est souvent arrivé. Tu vois, t'as eu l'émergence du Kung Fu Pian, qui a complètement changé le visage du cinéma hongkongais, au travers notamment de Bruce Lee. Et puis pareil, on est tombé dans une phase d'exploitation du Kung Fu Pian. Il a fallu réinventer un peu le genre au travers de la comédie, au travers de l'absurde, du burlesque, etc., etc. On a continué comme ça jusqu'à ce que peut-être la surexploitation du polar, qui a été un petit peu le deuxième grand âge d'or du cinéma hongkongais, mette un coup final, encore une fois, quoi. Parce qu'à force de bâtir toujours et encore les mêmes films, t'engendres une lassitude, la qualité baisse et au bout d'un moment, il n'y a plus de réaction, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant dans le cheminement en fait du cinéma hongkongais, c'est surtout que c'est un cinéma à réaction. C'est un cinéma qui se bâtit toujours sur une réaction. C'est ça. Et la nouvelle vague, tu vois, par exemple, qui est une période très importante, est assez parlante là-dessus. C'est-à-dire que la nouvelle vague, c'était des réalisateurs qui venaient, et réalisatrices, il y en a des très importantes aussi, qui venaient de la télé, par exemple, qui était un espace quasiment de liberté, en fait, par rapport à l'hégémonie des studios sur le grand écran, qui décident d'apporter des nouvelles choses. Parce que on est dans une surexploitation totale du wuxia, du kung fu pian, et que c'est compliqué, le public ne suit plus. Et donc, il faut apporter un regard neuf. Et donc, on commence à parler. C'est véritablement à partir de ce moment-là qu'on commence à intégrer des thématiques sociales, qu'on commence à parler de choses qu'on s'interdisait avant, c'est-à-dire la corruption policière, le gangrénage des institutions par exemple les triades, le montée de la criminalité. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont être intégrées au cinéma hongkongais par les créateurs de la nouvelle vague et qui vont mener ensuite au nouvel âge d'or. Et ce qui est assez troublant dans la nouvelle vague, c'est que c'est des gens qui ont avant tout voulu s'émanciper, on va dire, de la mainmise des studios, en tout cas de l'exploitation des studios, du système de productivité du cinéma hongkongais. On pense notamment à Choi Ark, qui a monté sa propre compagnie qui s'appelle la Film Workshop, où il promettait aux nouveaux réalisateurs et aux créateurs d'avoir un espace de liberté où ils pourraient faire ce qu'ils veulent, sans interventionnisme de producteur ou quoi, et que finalement, ce qui est terrible, c'est que ces gens-là sont devenus ce qu'ils ont toujours refusé d'être, en fait. C'est-à-dire que Choi Ark, à partir du moment où il monte la Film Workshop, il devient lui-même un espèce de producteur démiurge, interventionniste, qui a bâti et défait des carrières. En fait, il est devenu ce qu'il avait toujours détesté, ce qui est un peu étrange. Et ça représente bien l'histoire de Hong Kong, en fait. On a une réaction, et puis après, on retombe un peu dans ses travers à chaque fois, quoi. Tu écris page 91 par rapport à la nouvelle vague, c'est dans la partie 4, tu dis « La nouvelle vague ne se contente pas d'apporter une vision plus en accord avec la culture occidentale au cinéma hongkongais. Il serait assez réducteur d'affirmer que la seule volonté du mouvement fut une émancipation totale, tant diverses influences de la production historique locale se retrouvent dans les œuvres de l'époque. La méthode fut plutôt d'apporter à une industrie dangereusement redondante l'apport d'une fougue perdue et plus ancrée dans le quotidien des habitants de la colonie.
Aussi, la violence primaire et graphique de Shang-Chi, ou la narration éthérée de Kingu, trouve un écho évident chez Tsu Arc et consorts. Et ce n'est pas pour rien que certaines des premières œuvres estampillées Nouvelle Vague, comme The Butterfly Murders ou The Sword, en 1980 de Patrick Tam, s'amusent à utiliser l'imagerie typique du wuxia-pian pour la déconstruire totalement de l'intérieur, soit via l'utilisation d'une mise en scène inhabituelle, ou en écornant l'image du chevalier errant, incapable d'assumer la noblesse d'esprit pourtant inhérente à son rang de héros. Dynamiter les codes d'un genre établi restera longtemps un moteur de renouvellement du cinéma HK. Plus tard, Wong Kar-wai continuera d'œuvrer dans ce sens avec Les Cendres du Temps en 1994 et The Grand Masters en 2013. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est comme ça. C'est en tout cas une des manières que la Nouvelle Vague a utilisée pour véritablement déjà trouver son public, c'est-à-dire se baser tout simplement sur des genres extrêmement populaires pour y appliquer ses thématiques, ses méthodes aussi de fabrication qui étaient un petit peu révolutionnaires par moment. Il y a des aspects techniques qui n'étaient pas très présents dans le cinéma de Hong Kong avant la Nouvelle Vague, qui viennent directement aussi du bagage de ces gens-là. Faut pas oublier qu'il y a Choi Ark, on parle aussi de Ringo Lam ou de Hanoï, ce sont des gens qui ont étudié à l'extérieur, des gens qui ont étudié en Occident et qui ont donc été exposés à déjà beaucoup plus de formes artistiques, qui ont vu beaucoup plus de cinéma occidentaux. On pense à Choi Ark. Alors évidemment, il prend un wuxia, qui est un des premiers films de la Nouvelle Vague. Je vais pas avoir la prétention de définir quel est le premier film de la Nouvelle Vague, parce que ça on pourrait en débattre des heures, mais quand on voit The Butterfly Murders, par exemple, qui est son premier film à lui, son premier long métrage en tout cas, il est clairement empreint de plein d'influences qui sont plus du tout hongkongaises en fait. On peut penser à Sergio Leone par moment, tu vois, dans les espèces d'environnements désertiques. Il y a aussi une grande influence extrêmement gothique dans Butterfly Murders, dans les intérieurs. On a presque l'impression de voir un château gothique par instant, quoi. Et tout ça, c'est ce qui a participé au renouvellement du cinéma hongkongais pendant une petite période. La Nouvelle Vague, c'est pas si long, parce qu'on a parfois tendance à l'amalgamer. C'est-à-dire qu'on parle de la Nouvelle Vague hongkongaise, des fois, quand on parle du polar, de John Woo, de Ringo Lam, de Johnny To. Mais il faut pas oublier que le polar, c'est déjà plus la Nouvelle Vague, puisqu'on est déjà reparti quasiment dans une logique de studio d'exploitation. Voilà, la Nouvelle Vague, ça se joue sur à peu près 4 ans, à partir de 79 jusqu'à 82, 83, et ensuite on repart dans une politique de studio, de surexploitation, et voilà. Mais bon, entre-temps, il y aurait eu un petit coup d'accélérateur qui aurait été salutaire quand même, quoi. Est-ce que cette île ce territoire hongkongais, c'est un peu comme l'Amérique, c'est-à-dire une espèce de refuge où se conjuguent, cohabitent plusieurs cultures, plusieurs connexions, plusieurs tout cela. Et est-ce qu'on pourrait dire que ce cinéma-là, finalement, ce qui en est sorti de ce cinéma-là, c'est un cinéma qui ne pouvait qu'être pluriculturaliste, finalement? En fait, c'est surtout que comme on disait tout à l'heure, c'est une espèce d'enclave capitaliste en Asie du Sud-Est, et puis c'est son modèle en fait de colonie anglaise qui participe un peu à l'atypisme du territoire, mais aussi du mode de vie. C'est-à-dire que c'est un territoire qui est pas totalement non plus empreint de la culture occidentale, notamment en termes de démocratie, tout bêtement. Je crois qu'ils ont toujours pas accès au suffrage universel aujourd'hui. Ouais, de toute façon, avec ce qui se passe, il risque pas vraiment d'y avoir accès. Il n'empêche que c'était quand même un refuge artistique, par exemple, par rapport à la Chine continentale. On sait qu'au tout début du cinéma, on a énormément de créateurs qui étaient issus du cinéma shanghaïen, qui était le grand cinéma d'Asie de l'époque, hormis le Japon bien sûr, mais qui sont arrivés à Hong Kong en fait tout simplement pour échapper à la censure. À la base, c'était aussi ça, Hong Kong. Ce qui a fait que le cinéma de Hong Kong a véritablement démarré, c'était que c'était un refuge artistique, c'était un espace quasiment de liberté par rapport aux censures qui étaient appliquées par le bureau du cinéma chinois sur le territoire continental, quoi. Donc en fait, ça a été un refuge, et puis c'est un territoire extrêmement atypique, qui a sa propre monnaie, qui avait quand même sa propre politique, et qui était complètement empreint d'une vision capitaliste induite par son statut de colonie, quoi. Donc c'est véritablement une exception culturelle, Hong Kong. C'est ce qui rend le cinéma là fascinant aussi, quoi. Le premier âge d'or de ce cinéma-là, je crois que c'est les années 60, si je me trompe pas, avec la Shaw Brothers, plus ou moins. Le wuxia, les grandes heures du wuxia, je pense. Ouais. Les grandes heures du wuxia. Alors, les Shaw Brothers, est-ce que c'était une espèce de, comment dire, est-ce que Tsu Arc, indirectement, serait certainement l'héritier de la Shaw Brothers, indirectement, dans leur manière de concevoir les films et de les produire, et aussi cette espèce de, comment dire, pas totalitarisme, mais une manière comme ça d'investir parfois même des productions qui ne sont pas réalisées par lui-même. Alors je pense pas, parce que ça part pas de la même intention, tu vois. Je pense que la Shaw Brothers, la Shaw Brothers, on leur a reproché très tôt de toute façon de privilégier la productivité on va dire à la qualité artistique. Alors même s'il y a
des réalisateurs fabuleux qui sont sortis de chez eux. Hein. On peut penser évidemment à Chang-Chi, à King-Gu et beaucoup d'autres, et beaucoup d'acteurs, beaucoup de stars. Après, Choi-Ark, je pense que c'est pas exactement le même problème, c'est-à-dire que c'est un interventionniste et c'est un hyperactif. C'est-à-dire que tout projet auquel il participe, il a besoin alors déjà d'y apposer son nom, mais surtout d'y apposer sa patte. Je veux dire, je pense pas qu'il soit en mesure de laisser quelqu'un totalement libre de ses mouvements. Il a besoin d'intervenir parce qu'il est comme ça, parce que quand on regarde la carrière de Choi-Ark, c'est quelqu'un qui produit énormément, c'est quelqu'un qui, enfin, dans ces grandes années, c'est un petit peu ralenti maintenant, mais c'est quelqu'un qui produit énormément, qui fait énormément de films par an. Il y a des moments où il était vraiment sur tous les fronts, quoi. Et je pense vraiment que quand il chapeaute un projet, et à un moment, il doit passer derrière la caméra, mettre la patte dans le montage, on peut pas faire autrement, quoi. Et il y en a plusieurs, hein, je pense, qui en ont pâti. On pense à John Woo, notamment, qui s'est retrouvé à faire, par exemple, le Syndicat du Crime 2, qui n'aurait pas voulu faire, qui s'est ensuite fait un petit peu déposséder de son idée pour que Choi-Ark parte lui-même faire le Syndicat du Crime 3. Il y a aussi l'histoire de Fantôme chinois, hein, évidemment, de Jing Sutu. Oui. On ne sait pas vraiment au final qui l'a réalisé, puisque Choi-Ark n'a jamais voulu, je pense, contredire les rumeurs comme quoi il en aurait réalisé une bonne partie, parce que je pense que ça lui plaît aussi. Et voilà. Et encore une fois, il s'est réapproprié l'univers du film en faisant son film d'animation quelques années plus tard. Et on peut en retrouver des tas d'exemples comme ça. Johnny To faisait aussi un petit peu la même chose avec sa compagnie, qui était la Wilkima Image. Voilà, il l'a fait avec beaucoup d'autres réalisateurs. Enfin, c'est quelque chose qui arrive énormément. Même il y a un film qui s'appelle Swordsman, qui est crédité comme réalisé par King-Gu. Alors, il est crédité comme réalisé par King-Gu, par Un Oeil, par Ching Soo-tung, par Choi-Ark, enfin par plein de monde, tout simplement parce que Choi-Ark a embauché une de ses idoles, qui était King-Gu, pour finalement se dire ouais mais non, moi ça me plaît pas, il faut que je mette les pattes dedans encore une fois, quoi. Et donc voilà, il y a plein de films comme ça qui sont quasiment des monstres de Frankenstein, on sait plus trop qui a fait quoi, et c'est comme ça, quoi. C'est parce que voilà, Choi-Ark, c'est vraiment une personnalité complexe, c'est quelqu'un que j'adore, c'est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps, mais aussi je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement difficile à vivre, autant dans la vie que sur un tournage, ça doit être l'enfer, quoi. Mais tout cela, c'était pas si évident que ça. Le deuxième âge d'or de ce cinéma, c'est les années 90, avec 80, les polars. 80 80-90, ouais. 80-90. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là que le cinéma hongkongais a commencé à être connu du monde? Bah, il y a eu plusieurs étapes, en fait, hein, dans les années. C'est vrai que avant l'explosion du polar, le cinéma d'Asie peut-être le plus populaire, en tout cas le plus reconnu, c'est le cinéma japonais. On avait déjà eu des Kurosawa, des choses comme ça, effectivement. Avec la nouvelle vague. Bien sûr. Il y a une grande différence aussi entre le cinéma de Hong Kong et et d'autres cinémas d'Asie. Quand on pense au cinéma japonais, par exemple, on pense beaucoup à l'œuvre de grands auteurs. Tu vois, là, on cite d'emblée, on a envie de citer Kurosawa, qui est quelque chose qui peut sembler extrêmement noble, tu vois, dans la manière de fabriquer, de concevoir le cinéma. Le cinéma de Hong Kong, ce qui le différencie déjà de ça, c'est que c'est un cinéma qui s'est popularisé, qui s'est exporté via son versant le plus populaire. C'est-à-dire que quel est le genre le plus populaire du cinéma de Hong Kong? Quand on y pense tout de suite, on pense au cinéma d'action. Pas spécialement. Ouais, pas spécialement. J'allais dire le kung-fu, enfin l'aspect, ce serait plutôt, enfin comme oui, voilà, en général, le cinéma d'action, qui est vraiment un cinéma populaire, un cinéma qui parfois tombe dans l'exploitation, tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais même plus quelle était la question. Je suis désolé. Non, la question c'était est-ce que c'était à partir des années 80 que ce cinéma-là a commencé à être extrêmement connu des critiques, dans les festivals, à faire pas mal et du public aussi. Ouais, je pense qu'en tout cas, en France, hein, si on se base sur notre point de vue un petit peu franco-centré, oui, c'est vraiment dans les années 80 que ça commence à véritablement exploser. Alors, il y a eu quelques petits tirs de semonce avant. On peut penser à Touch of Zen de King-Gu, qui avait été présenté à Cannes dans une version remontée, qui avait gagné un prix. Après, véritablement, le choc arrive, ouais, dans les années 80 via plusieurs choses. Il y a l'histoire de Fantôme chinois, qui marche plutôt bien. Je crois qu'il est présenté au festival d'Avoriaz et très très bien reçu. Et puis ensuite, il y a toute la vague de Lyric Bloodshed, en fait. Il y a John Woo, évidemment, John Woo, qui a été peut-être, alors peut-être pas à l'échelle hongkongaise, c'est peut-être pas le plus grand réalisateur du territoire, mais par contre, à l'échelle occidentale, John Woo, c'est peut-être le plus influent et celui qui s'exporte le mieux, puisque à partir du moment où il explose, on commence à ressortir en salle ses anciens films. On a Une balle dans la tête qui ressort, je crois que le Syndicat du Crime, les deux premiers ressortent, et puis il y a même Hardboiled qui sort en salle, alors avec un petit décalage, mais qui avait une véritable sortie salle en Europe, et en fait John Woo, ça devient le pionnier, ça devient le premier à s'exporter véritablement, à aller sur le territoire américain et à faire ses films, quoi. Donc c'est véritablement, je pense, à lui qu'on doit ça. Et ce qui est curieux, c'est que c'est au moment où le cinéma de Hong Kong commence à entrevoir une exportation durable, qui commence à s'effondrer, en fait, tout bêtement. John Woo, sa carrière commence
plus ou moins à s'effondrer au moment où il s'exporte quand même s'il réalise quelques films qui sont, à mon sens, qui valent le coup aux États-Unis. Tu vois, on peut penser à Volte-Face, à Chasse à l'homme, à des choses comme ça. Il n'empêche qu'il ne retrouvera jamais de sa superbe post-Hardboiled, quoi. Après, c'est plus le même, quoi. Pourquoi ces cinéastes-là ont à un moment été appelés par l'Ouest, comme tu dis, c'est l'appel de l'Ouest, c'est la partie 9, si je me trompe pas. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils aient eu envie de le faire? Et est-ce que ils l'ont regretté ensuite? Il y a plusieurs choses en fait. Alors souvent on a tendance à dire que c'est la crainte de la rétrocession et que en fait Hollywood devenait un nouvel espace de liberté, un petit peu comme Hong Kong l'avait été avant. Je pense pas que ça soit si simple que ça. Enfin, je pense que même c'est encore plus simple. Déjà c'est tout simplement parce qu'on est venu les chercher. On sait qu'il y a des gens qui voulaient travailler avec eux, notamment Jean-Claude Van Damme qui était très important là-dedans. Et aussi un truc tout bête qu'on cite peu, c'est l'appât du gain, tout bêtement. C'est-à-dire on leur a promis beaucoup d'argent pour faire ce qu'ils ont fait et ils ont répondu, ils ont eu raison de le faire. Donc, je pense qu'ils se sont assez vite rendus compte que c'est très 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 compliqué de travailler pour une industrie hollywoodienne qui déjà, malgré leur stature chez eux, leur faisait pas confiance. On sait que John Woo a été extrêmement freiné dans ses premiers films. Je pense à Chasse à l'homme, où il avait dû gérer l'ego démesuré de la star Jean-Claude Van Damme, qui avait un accord pour apparaître sur quasiment tous les plans. Enfin, ça a été un enfer. Je crois qu'il a dû monter 7 ou 8 versions différentes pour échapper aux classifications américaines, tu vois, pour que le film soit en gros tout public, ce qui était très compliqué. Il était soumis à des restrictions complètement aberrantes par rapport à lui. On sait que quand il arrive là-bas, on lui explique qu'il n'a pas le droit de montrer quelqu'un qui tire avec une arme et quelqu'un qui meurt sur le même plan. Là, tu dois forcément faire une coupe entre les deux. Parce que sinon, ça a trop d'impact pour le public, ça passe pas. Alors, imagine quelqu'un comme John Woo qui a basé toute sa carrière sur une espèce de violence graphique et d'espèce de romantisme de la fusillade. Imagine les complications que ça engendre, quoi. Après, l'exemple le plus parlant, c'est Chayar quand il arrive aux États-Unis et que lui, en fait, il a une personnalité tellement forte, ce qui n'est pas le cas de John Woo. C'est quelqu'un qui a une personnalité très forte au cinéma, mais qui dans la vie est plutôt un taiseux, manifestement, et quelqu'un qui est capable de s'adapter. Chayar, lui, il n'en est absolument pas capable. Et on le voit à l'écran de toute façon. Alors, on peut penser à Piège à Hong Kong, qui est un espèce d'exercice de destruction de Jean-Claude Van Damme d'1h30 où vraiment, tu vois, t'as l'impression qu'il lui en veut et qu'il veut absolument caler au chausse-pied tout ce qu'il peut à l'intérieur. Et en fait, Choyark, il arrive, il a un ressenti terrible et il a envie de détruire ce cinéma de l'intérieur, quoi. Et c'est complètement ça. Et alors, je sais pas s'ils l'ont regretté finalement, parce que John Woo, par exemple, doit aussi une grande partie de sa popularité en Occident grâce à son passage américain, qui est certainement pas le plus flamboyant, mais quand même. Quand même, tu vois. Mais en tout cas, je pense que la majeure partie se sont rendus compte que c'était impossible de conjuguer ces deux univers qui étaient beaucoup trop éloignés. Là, tu peux penser à Ronnie Yu, qui est un des réalisateurs peut-être les plus flamboyants de la nouvelle vague et de l'après-nouvelle vague de Hong Kong. Quand tu vois ce qui est devenu sur le territoire américain, c'est assez triste quand même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est devenu un faiseur de films d'horreur, on va dire, quasiment médiocre, quoi. C'est quand même compliqué, quoi. Je répète donc, c'est Hong Kong Action, le sabre, le poing et le fusil, c'est édité chez Aardvark. Je vais te poser une dernière question qui peut te paraître peut-être une blague, mais qui serait la continuité logique de l'avant-dernière question. Sylvester Stallone, à 3 reprises, a convoqué des corps qui nous ont promis à nous, enfants, dans les années 80, qu'ils pouvaient vaincre les terroristes et vaincre tous les dangers. Et on s'est aperçu que ces corps ont vieilli et ça a donné The Expendables. Est-ce que tu crois que... est-ce que tu... alors ça, c'est un autre sujet. C'est pas dire pour longtemps que... Mais c'est vrai que c'est marrant de voir que finalement, ce sont pas des mythes. Que eux, ils sont restés dans les années 80, mais que nous, on n'y est plus. Et il y a une espèce de décalage assez incroyable entre ce qui est montré à l'écran et nous, ce que nous voyons. Est-ce que tu penses qu'un jour, il y aurait tous ces corps vieillissants, que cela soit derrière ou devant la caméra, qui pourraient se réunir pour faire un film qui parlerait comme ça de ce cinéma-là des années 80-90 qui ont été quand même très très importants, qui sont inscrits dans l'histoire du cinéma mondial? Ouais, alors ça serait super, dit comme ça, mais je suis pas persuadé que ce soit possible en fait. Et de toute façon, en fait, c'est assez rigolo cette question parce qu'il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que le cinéma de Hong Kong, ce qui mène aussi à sa perte, ce qui a mené à sa perte, c'est qu'il n'arrive pas à se trouver de nouvelles icônes. C'est-à-dire que quand on pense au cinéma de Hong Kong, on pense toujours aux grandes icônes du passé. C'est-à-dire qu'on pense à Bruce Lee, mais on a Jackie Chan qui est toujours hyper actif. On peut penser à Jet Li. Bon, Jet Li malheureusement est malade, donc il peut plus trop tourner. Quand on pense que la plus grande star actuelle, qui est issue du cinéma hongkongais et chinois, la plus grande
grandes stars actuelles du cinéma chinois, le recordman des box-office, c'est Donnie Yen. Donnie Yen qui a quasiment 60 ans. Donc c'est très compliqué c'est aussi ça le problème, c'est de pas réussir à se trouver de nouvelles icônes. Après, il y a des choses, hein. On a vu beaucoup de films qui ont été co-réalisés, hein. Il y a un film qui s'appelle Triangle, par exemple. Aujourd'hui, on a Septet, qui va bientôt être disponible en salle, qui est aussi en fait un espèce de film à sketch qui convoque énormément de réalisateurs de l'âge d'or, qui viennent de pas mal d'horizons différents d'ailleurs, puisqu'on a aussi bien Choi Yar que Hanoï, que John Woo, je crois, beaucoup de monde. Alors je crois qu'il y a un segment qui n'a pas été conservé, il faudrait que je vérifie lequel, c'est peut-être celui de John Woo. Non, à ce genre de choses, j'y crois pas plus que ça, non. Et d'autant plus parce que, on a beau le dire, les mecs ont peut-être 60 ans, mais ils sont encore actifs, tu vois. Jackie Chan, il continue d'attirer le public en salle, alors même s'il fait des œuvres maintenant totalement adaptées au marché chinois, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il faisait dans les années 80-90, et puis Donnie Yen continue d'exploser les records, on s'en rend pas compte, nous, ici, même si on a eu le succès de Ip Man 4, notamment en France, qui a été, je pense, assez surprenant. Alors, Ip Man 4, il a aussi, à mon sens, pas mal de succès parce qu'il y a littéralement Bruce Lee dans le film, tu vois. Donc, forcément, ça aide. Hein. Mais Donnie Yen, à 60 ans, reste le champion, quoi. Ce qui est quand même étrange. Et avant, on a eu Stephen Chow. Enfin, on a toujours Stephen Chow. Bon, lui qui officie beaucoup moins dans l'action, mais qui, pareil, qui est un des recordman du box-office et qui reste quelqu'un qui est là depuis des décennies, quoi. C'est très difficile de voir émerger de nouvelles icônes aussi. Et je pense que c'est un problème. Ce sera certainement le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, Marvin Montes, d'avoir accepté cet entretien, d'être revenu. Ça me fait super plaisir. Écoute. Hong Kong Action, c'est le cinéma d'action hongkongais, le sabre, le poing et le fusil. C'est édité chez Hardback Édition. C'est ça. Merci, c'était un plaisir en tout cas. Et vous trouverez le descriptif, le lien, qui renvoie à cette page dans le descriptif pour vous procurer ce beau bouquin édifiant et intéressant. Et puis surtout de lire aussi les interventions des compagnons de la route de Marvin Montes. Merci, c'était un plaisir en tout cas. Ouais, merci à toi, Samir, c'était très très bien. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.